Merci beaucoup à la FEF et donc au comité d'organisation des GIFOD de m'avoir invité à parler donc de la maladie de Randu-Hössler. Pour cela, je n'ai pas de conflit d'intérêt dans ce cadre-là. Voilà, donc la maladie de Randu-Hössler, ou télangiectasie hémorragique héréditaire, c'est une maladie génétique qui, elle, est autosomique et dominante. Et c'est une maladie avec une pénétrance variable qui est en fait dépendante de l'âge. Donc on va avoir des formes où dans l'enfance il y a 0 signe, et puis au fur et à mesure que l'on vieillit, on va avoir des signes qui vont apparaître. La prévalence, elle est environ de 1 à 5 000 à 1 sur 10 000 naissances. Alors, vous voyez, c'est assez large. Et on estimait en France, il y a à peu près 5 ans, qu'il y avait environ 2000 familles Randu-Hössler. Donc ce qui est très important, c'est que c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire. Alors, sur le plan clinique, donc, il y a de multiples télangiectasies, donc cutanéo-muqueuses, qu'on va revoir, qui sont associées à des malformations artério-veineuses viscérales. Et ces malformations sont variables en nombre, en type, en siège. On va dire le signe cardinal, c'est quand même donc les épistaxis, qui peuvent être très fréquentes ou alors très épisodiques, très très variables, associées souvent au saignement digestif. Et puis, les malformations artério-veineuses, elles peuvent être pulmonaires, c'est dans plus de 50% des cas, hépatiques, c'est 30, voire plus, 75% des cas, mais avec des formes plus sévères dans de 10 à 30% des cas. Et puis, il y a des malformations artério-veineuses cérébrales, mais aussi spinales. En fait, donc, le diagnostic, il va reposer sur les critères qu'on appelle les critères de Curaçao. Donc, le diagnostic de maladie de Randu-Hössler va être certain s'il y a 3 ou plus critères qu'on va revoir. Et la maladie de Randu-Hössler est peu probable si on a moins de 2 critères. Ces critères, comme vous le voyez, sont cliniques. C'est vraiment une maladie clinique au départ, donc des épistaxies spontanées, récidivantes, des télangiectasies qui vont être multiples, souvent localisées au niveau du visage, au niveau des lèvres, de la bouche. Il faut faire tirer la langue au patient, au niveau des doigts, au niveau du nez. Mais aussi donc, ces lésions viscérales, donc gastro-intestinales, pulmonaires, hépatiques, cérébrales et spinales. Et enfin, un autre critère qui est aussi très important, il va falloir rechercher s'il y a des membres de la famille au premier degré avec un diagnostic certain de maladie de Randu-Hössler. Donc, comme vous le voyez sur ces images, donc on a cette télangiectasie, donc la cutanée, donc au niveau de la langue, mais aussi au niveau des doigts. Et puis ça, c'est pour faire plaisir à McBarthé. Donc on a des localisations digestives, donc au niveau gastrique, et puis aussi au niveau du tube du grêle, donc sur les images en dessous, et puis aussi au niveau colique. Donc en fait, le diagnostic, il est quand même génétique. Donc il va y avoir des mutations dans les gènes qui appartiennent au signal BMP-SMAD, si bien qu'on va avoir un déséquilibre entre les facteurs pro et les facteurs anti-angiogéniques. Et dans cette maladie, on sait maintenant qu'il existe des taux élevés de VEGF et il y a une dérégulation de la néoangiogénèse. Donc en fait, on a à la fois une hyperprolifération des vaisseaux, et puis aussi des vaisseaux qui vont être beaucoup plus gros et qui vont former ces malformations artério-veineuses. Et il y a 3 grands types de gènes qui sont impliqués dans cette maladie. Donc, la maladie de Randu-Hössler de type 1, c'est une mutation dans le gène qu'on appelle le gène endoglyne, qui est situé sur le chromosome 9. Et ça, dans ce type 1, on a surtout des malformations artério-veineuses pulmonaires et cérébrales. Le deuxième type de gène, c'est, je vais dire plus simplement ALK1, ça c'est la maladie de Randu-Hössler de type 2, et vous voyez que c'est à peu près 35% des cas. Et finalement, nous en hépato, c'est les malades qu'on va voir le plus parce que c'est eux qui ont le plus de malformations artério-veineuses hépatiques. Il y a un autre type de gène, donc SMAD4. Donc ce gène-là, cette mutation du gène qui est située au niveau du chromosome 18, il va s'associer à une polypose juvénile. Donc c'est une forme très rare, vous voyez c'est 2% des cas,
mais assez particulières. Et puis, depuis quelques années, on décrit d'autres formes qu'on appelle des formes de passage, où sont impliquées des mutations des gènes GDF2, RASA1 et d'autres encore. Donc en fait, lorsque on va évoquer une maladie de Randu-Hössler sur les critères cliniques que je vous ai indiqués précédemment, il va falloir référer ce cas index à la consultation génétique pour identifier cette mutation causale. Et on va proposer le diagnostic génétique aux probants symptomatiques ou pauci-symptomatiques. Donc en fait, comme on le voit, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une maladie dans laquelle plusieurs spécialités vont être associées en raison des malformations situées au niveau cérébral, au niveau pulmonaire, donc au niveau hépatique, l'importance aussi de ces épistaxis, des saignements digestifs qui vont entraîner des anémies et qui vont être responsables d'insuffisance cardiaque à débit élevé, qui est aussi une caractéristique de cette maladie lorsqu'elle évolue. Et donc il y a d'une part des centres de compétences, des centres de référence. Vous voyez qu'il y a un réseau européen de maladies rares liées, qui est vraiment dédié à la maladie de Randu-Hössler. Et maintenant, il y a aussi des RCP nationales pour discuter de la prise en charge de ces patients. Par exemple, cette patiente, donc née en 70, on lui fait le diagnostic de maladie de Randu-Hössler en 2012. Donc cliniquement, finalement, elle a quelques épistaxis, mais elle a une famille de Randu-Hössler, elle n'a pas de dyspnée. Biologiquement, elle a une petite cholestase des phosphatases alcalines à 185. On lui fait une échographie abdominale et on met en évidence des anomalies avec une dilatation de l'artère hépatique à 10 mm. Elle a de multiples malformations artério-veineuses hépatiques. Et puis, comme on le verra sur les images, des voies biliaires qui sont dilatées avec des biliomes. Et ceci mis en évidence à l'écho, qui est le premier examen qu'on va faire, confirmé par l'IRM. On fait un électrocardiogramme parce que il y a une atteinte cardiaque associée à la maladie de Randu-Hössler. Donc chez cette malade, pas de trouble du rythme. Et on lui fait une échographie cardiaque. Et comme vous le voyez, donc la fonction ventriculaire gauche est conservée. Elle a une FEVG qui est normale. Mais par contre, elle a un hyperdébit cardiaque à 5,8. Pas d'hypertension artérielle pulmonaire. Et on lui fait une épreuve aux bulles, à l'échographie. Et on a quelques bulles, mais vraiment assez tardives, qui veut dire qu'en fait, elle a des petites malformations artério-veineuses pulmonaires, mais toutes petites, et effectivement, à l'IRM pulmonaire, on n'en mettra pas en évidence. En fait, voilà donc son imagerie. Comme vous le voyez donc sur l'IRM, donc sur les deux clichés du haut, eh bien, on a ces dilatations biliaires avec ces biliomes, avec la dilatation de l'artère hépatique. Et puis, à l'échographie cardiaque, pas tellement d'anomalies puisqu'il y a un hyperdébit, et puis des petites bulles. En fait, dans cette maladie, on a au niveau du foie des shunts intrahépatiques qui vont être diffus. Ça peut être des tout petites malformations artério-veineuses à des très larges malformations artério-veineuses, d'où la variabilité symptomatique. Et il y a 3 types de shunts qui vont coexister. Donc des shunts entre l'artère hépatique et la veine porte, artérioporte. Et donc ces shunts-là vont être associés à l'hypertension portale et à ses risques évolutifs, donc la cirrhose et ses complications. Le deuxième type de shunt, ce sont des shunts artériosystémiques entre l'artère hépatique et les veines hépatiques. Et comme vous le voyez, donc ça va entraîner l'insuffisance cardiaque à haut débit, avec dans certaines formes des hypertensions artérielles pulmonaires, et surtout dans cette forme-là, les risques d'arythmie et de fibrillation auriculaire, et donc la problématique du traitement anticoagulant si cela existe. Et puis, le troisième type de shunt, ce sont les shunts portosystémiques entre la veine porte et la veine hépatique, qui, là encore, vont donner des insuffisances cardiaques à haut débit et le risque d'encéphalopathie. Et puis, comme on a en fait une espèce de vol vasculaire, associé à ça, comme dans notre malade, on va avoir cette ischémie biliaire, puisque l'artère hépatique, elle ne fait pas son job, et donc on va avoir cholestase, cholangite, des sténoses au niveau des voies biliaires, ces grands lacs de biliome avec ces risques de cholangite sclérosante et tous les risques d'infection qui sont inhérents. Et on peut avoir aussi des ischémies intestinales. Donc en fait, on a 3 grandes manifestations hépatiques en fonction du shunt prédominant, soit l'hypertension portale,
soit le débit cardiaque élevé, soit les atteintes biliaires. Et il y a aussi associé des conséquences qui sont liées à l'augmentation du flux sanguin et l'activité régénérative au niveau du foie. Et donc, on va avoir des hyperplasies nodulaires focales, mais aussi l'hyperplasie nodulaire régénérative diffuse, qui, elle aussi, est associée à l'hypertension portale. Donc, en fait, on va avoir différentes formes qui vont être corrélées à l'évolutivité clinique, donc soit l'absence de signes cliniques, avec seulement une biologie perturbée, soit des hémorragies digestives, alors pas seulement liées à l'atteinte gastro-intestinale, mais aussi à l'hypertension portale, donc le risque de rupture de varices œsophagiennes, et puis cette atteinte biliaire avec la cholangite nécrodente et tous ces risques. Donc en fait, au niveau du foie, même si c'est très fréquent, peut-être 75% des patients, il y en a seulement finalement 10% qui sont symptomatiques. Le premier examen, c'est faire l'échographie Doppler pour rechercher. Il n'y a pas d'indication de faire de biopsie hépatique dans cette maladie. Et donc, en fait, on a des formes hépatiques, surtout dans les mutations ALK1. Mais à l'heure actuelle, on a peu de données sur l'histoire naturelle. Donc, en fait, on a 3 grands types de situations. Soit c'est certain, donc sur les critères du Curaçao, sur la génétique. Il n'y a pas de signes cliniques de malformation vasculaire. Il faut, on recherche systématiquement, c'est discuté parce qu'à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement prophylactique. Soit le diagnostic de maladie Randru-Hössler est peu probable ou suspecté. Le fait de trouver des malformations vasculaires hépatiques à l'écho ou à l'IRM, ça permet de faire le diagnostic. Et enfin, lorsqu'on a le diagnostic certain, il faut vraiment faire le bilan pour avoir une prise en charge adaptée. Donc, comme je vous ai dit, l'échographie Doppler, c'est l'examen de première intention. Il faut avoir un bon radiologue qui aime bien passer du temps à faire l'examen du foie, parce que il y a différents critères qu'il faut mesurer. C'est peut-être plus facile d'avoir des IRM finalement, et puis pour le suivi aussi, c'est plus facile. Et donc, comme je le disais, dans le cadre des hyperplasies nodulaires focales ou de l'hyperplasie nodulaire régénérative diffuse, en fait, ça veut dire un diagnostic d'imagerie, il ne faut pas faire de biopsie. Donc, toutes ces caractéristiques morphologiques, elles sont divisées en critères majeurs et en critères mineurs. Donc, les critères majeurs de diagnostic, c'est l'augmentation de calibre de l'artère hépatique, et puis l'hypervascularisation artérielle intrahépatique, et puis les critères mineurs qui sont indiqués ci-dessous. Voilà en fait quelques images, quelques aspects échographiques avec l'artère hépatique qui est dilatée dans ces chintes entre la veine porte et l'artère hépatique. Et donc vous voyez de différentes tailles. Ici c'est un aspect au niveau du scanner où on voit cette artère hépatique qui est de très très grande taille et puis sur la droite des malformations artério-veineuses de plus petite taille. Un aspect aussi particulier, comme je vous le disais, c'est ces dilatations biliaires pseudokystiques qu'on a chez les malades que je vous ai présentés. Et puis, sur les images qui sont présentées, donc au niveau scanographique, on a cette hélangiectasie périphérique. Donc, l'hyperplasie nodulaire focale, qui va être associée dans la maladie de Randus-Hössler. En fait, on va avoir des grades de sévérité. Et donc, en fait, c'est à partir de la sévérité 2 qu'il va falloir se poser des questions pour un traitement assez spécifique. Et aussi, par rapport au traitement, c'est cette atteinte cardiaque qui peut être mise en évidence de différentes façons. Soit elle est connue, soit on a une insuffisance cardiaque et on trouve des lésions hépatiques évocatrices de la maladie de Randus-Hössler et on arrive à la maladie de Randus-Hössler, soit on a des signes cliniques d'insuffisance cardiaque et on va arriver au diagnostic. Donc, par exemple, là, une artère hépatique dilatée et puis un gros cœur ici. Donc, l'insuffisance cardiaque dans la maladie de Randus-Hössler, c'est une insuffisance cardiaque à débit élevé, avec d'abord une insuffisance cardiaque gauche et puis ensuite ce débit cardiaque élevé. Donc, il faut faire le bilan de l'atteinte cardiaque, donc l'échographie dans un premier temps, et puis discuter de l'hémodynamique, en particulier la recherche d'hypertension artérielle pulmonaire, avec les critères que vous reverrez bientôt à la FMC, la SNFGE. Comme je vous l'ai dit, en fait, dans le Randus-Hössler, il peut y avoir des complications thromboemboliques, donc c'est multiplié par 2,5 environ par rapport à la population générale. Donc,
lié aussi au fait qu'il y a des complications inflammatoires ou infectieuses avec une augmentation du risque de thrombose. Et aussi la problématique de cette maladie, c'est les anticoagulants qui peuvent être difficiles à utiliser. Donc comment est-ce qu'on prend en charge ces patients? C'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire et la plupart des malades, c'est les épistaxis qui sont les plus problématiques associées donc à la carence martiale. Donc vraiment, c'est important de travailler avec les centres de compétences ou de référence. Il n'y a pas de traitement prophylactif, alors même que je vous ai dit, bien, il y a une augmentation des VEGF, alors pourquoi pas utiliser en prophylaxie des traitements qui sont ciblés là-dessus? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas non plus de recommandations concernant le suivi. En fait, on suit l'hypertension portale comme d'habitude. Le fibroscan, ça ne sert pas à grand-chose parce que là, donc, il est vraiment mis en défaut. Et puis, les traitements curatifs, bon, ce sont les traitements habituels. Il y a juste un point, c'est que, en fait, alors même que dans cette maladie, on va emboliser les grosses malformations artério-veineuses, par exemple pulmonaires, il y a une non-recommandation pour emboliser donc les malformations artério-veineuses développées au niveau de l'artère hépatique. Alors, l'actualité, on va dire, enfin l'actualité depuis une dizaine d'années, donc ça dure un peu, en fait, c'est maintenant les traitements anti-angiogéniques systémiques qui vont être envisagés chez les patients qui ont des formes assez sévères. Alors, comment est-ce qu'on évalue les formes sévères? De façon générale, chez les patients qui ont des épistaxis ou des hémorragies, il y a maintenant des scores. Il y a un score d'épistaxis. Il y a un score aussi pour ce qu'on appelle le support hématologique, le nombre de culots qu'on va transfuser ou alors la quantité de fer qu'on va perfuser. Et donc, grâce à ça, en fait, on peut évaluer l'efficacité de, par exemple, le médicament qui est en premier lieu, c'est le bevacizumab. Donc, cet anticorps monoclonal donc, est utilisé dans la maladie de Randu-Hössler. Mais si vous faites la littérature, il n'y a aucune étude prospective contrôlée concernant le bevacizumab. En fait, la grosse étude qui s'appelle Inhibit Bleed Study, en fait, c'est une étude dans laquelle, c'est une étude rétrospective, à peu près 250 malades, donc multicentrique dans beaucoup de pays, et dans laquelle on a montré qu'il y avait moins de besoin de culots globulaires et moins besoin de fer de façon significative. Il y a environ seulement 10% des patients qui ne bénéficient pas du bevacizumab. Il y a d'autres traitements qui sont dans le pipeline. Donc la pomalidomide, c'est la version moderne de la thalidomide. Et puis un TKI avec plusieurs cibles, le pazopanib, qui est utilisé dans des phases 2-3. En fait, alors si on en revient au bevacizumab et donc est-ce qu'on va l'utiliser lorsqu'il y a une atteinte hépatique, une atteinte cardiaque? Donc, l'étude Princeps, c'est l'étude des Lyonnais. Donc, dans cette étude, il y avait 28 patients qui ont été traités par Beva, 5 mg par kilo tous les 14 jours avec 6 injections. Et vous voyez que c'était une étude ouverte. On a exclu les fibrillations auriculaires et on a montré qu'il y avait vraiment une diminution du débit cardiaque avec une amélioration d'environ 10% des cas. Et dans cette étude, avec le Beva, il n'y a pas d'augmentation de la thromboembolie. Donc notre malade, en fait, étant donné ces manifestations, on l'a traité par bevacizumab et vous voyez qu'en fait, après le traitement, on a eu une amélioration du débit cardiaque, donc qui est passé de 5,8 à 4,8. Donc la malade, elle est mieux, cliniquement elle est mieux, mais son foie, il n'est pas mieux. Il n'est pas mieux du tout. Et donc en fait, on a fait le bilan pré-greffe parce que il y a quand même ce grand risque d'évolution de ces biliomes avec ce risque infectieux. Oups. Donc, l'indication de la transplantation hépatique, il y a 3 situations. On sauve le cœur, on sauve le foie, on sauve les deux. Alors, il y a une expérience européenne qui est ancienne, donc celle de Lerut, qui a montré que, en fait, il y avait une amélioration quand même dans la maladie de Randu-Hössler. Et plus récemment, dans ce papier des pathologies, Ravens a remis tous les cas de transplantation hépatique. Vous voyez, ce n'est pas énorme ce qui est publié dans la littérature. Et en fait, c'est seulement dans l'étude des Lyonnais où on montre qu'il y a une diminution du débit cardiaque avec une efficacité de la transplantation sur la fonction cardiaque, mais aussi, comme vous le voyez, sur la qualité de vie. Les patients, ils sont mieux, donc avec un indice de Karnofsky qui est meilleur, et ça a aussi une
un impact positif sur l'activité physique. Donc il y a des complications et aussi en fait c'est est-ce que ça récidive? Bah oui, ça peut récidiver. Il faut suivre les malades au très long cours, en particulier donc c'est Jérôme Dumortier qui a rapporté ça dans l'étude lyonnaise où en fait il y a à peu près 45% des patients qui récidivent, mais 45% à 15 ans. Donc il faut suivre les patients. Donc il y a des recommandations qui ont été publiées récemment concernant la maladie de Randu-Hössler dans ses formes hépatiques. Et donc, la transplantation, elle doit être discutée dans les formes résistant aux traitements médicaux bien menés. Vous voyez, on n'a pas trop de choses pour discuter de ça, mais cependant, c'est l'insuffisance cardiaque à débit élevé, l'hypertension portale sévère et la cholangite ischémique. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Christine. Donc, c'est ouvert à discussion et à des questions. Donc, une première question, Christine, concernant la durée du traitement du bevacizumab. Tu fais que 6 injections comme le protocole lyonnais ou plus longtemps? Non, en fait, je fais 6 injections, je refais le bilan. Et puis, avec le bilan biologique, je refais l'IRM hépatique et l'échographie cardiaque. Et si on voit une efficacité, je refais les cures en fait. Donc en fait, alors là, il n'y a pas de données concernant la prise en charge des maladies hépatiques, mais lorsqu'on regarde les données des patients qui sont pris en charge pour les épistaxis et les hémorragies sévères, eh bien on voit qu'en fait on va refaire le bevacizumab. En fait, dans l'atteinte hépatique et l'insuffisance cardiaque à haut débit, le problème, c'est pas passer à côté de la transplantation. Parce que ça c'est un élément important et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de critères précis pour dire « Ah ben là, on arrête le bevacizumab et puis on va vers la transplantation ». Parce que c'est des patients, comme j'ai dit, comme ils s'aggravent au fil du temps et donc ils commencent à être âgés, après 70 ans, on ne peut plus les transplanter. C'est vrai que et ça c'est un problème. Donc là, à l'heure actuelle, quel est le moment de la transplantation après le bevacizumab? Je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question. Une autre question concernant le bevacizumab. Sur le plan digestif, est-ce que ça majore les saignements en fait? Non, pas du tout. Non, même c'est efficace sur les saignements. Non, ça ne majore pas du tout les saignements. Il n'y a pas de majoration des saignements et il n'y a pas de majoration du risque de thromboembolique. En fait, c'est assez bien toléré parce que c'est des petites doses. Donc, non, c'est bien toléré. Alors ça, tu l'as dit, on ne fait pas de biopsie hépatique dans le Randu-Hössler. Non, alors le seul biopsie hépatique qu'on va trouver dans le Randu-Hössler, c'est finalement si on pense que la maladie a récidivé post-transplantation. D'accord. Voilà. Mais sinon, non. Sinon, pas de biopsie. Et s'il y a biopsie, qu'est-ce qu'on a sur le plan histologique? En fait, c'est une question de la salle. Tu vas avoir, on voit les malformations vasculaires. Bien sûr. Il y a quelqu'un qui demande quel est le centre de référence, donc c'est important de répondre parce que... Alors, il y a le centre de référence avec lequel on travaille, c'est Lyon. Voilà. Mais je pense qu'il y a un centre de référence parisien, mais c'est vrai qu'on travaille avec celui de Lyon. Et donc, une dernière question, Christine. Je crois que chez les malades qui ont un Randu-Hössler, sont plus à risque de développer des polypes, voire cancer du côlon. Et est-ce qu'il y a des recommandations qui préconisent une surveillance rapprochée endoscopique? Non. En fait, c'est dans les mutations de SMAD4 qui sont associées à une polypose Donc, juvénile. c'est que ceux qui ont cette mutation-là? C'est que ceux-là. Les autres, il n'y a pas de surrisque. Okay. Non. Très bien. Merci.